Bonjour à tous, nouvelle vidéo sur ma chaîne qui va correspondre à un besoin réel là tout de suite en projet avec mes élèves. C'est comment rendre autonome en fait un ATmega 328 euh, microcontrôleur qu'on retrouve par exemple sur la carte Arduino Uno ou la Nano ou autre. Voilà. Eh bien, cette vidéo va vous montrer comment on fait pour rendre autonome ce microcontrôleur. D'accord. Alors pourquoi le rendre autonome? Tout simplement, faut pas oublier qu'une carte Uno, ce n'est jamais qu'une carte de prototypage, c'est une carte de développement, et c'est pas fait pour être sur comment dire, sur un projet définitif. Surtout si on doit faire une petite série, par exemple. Ça, c'est très 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 bien pour développer. Alors si c'est un truc perso qu'on fait dans son coin, juste pour se faire plaisir, oui, c'est très bien, ça va suffire. Par contre, dès l'instant où on va vouloir peut-être penser à une industrialisation éventuelle, future, bon bah ça c'est plus ce qu'il faut. Clairement, les industriels vont vouloir utiliser plutôt directement le microcontrôleur, ce qui est tout à fait normal. On n'a pas besoin de tous les composants qu'il y a autour. Nous, on a juste besoin de ça, du microcontrôleur. Alors, il y a peut-être quelque chose qui vous a sauté aux yeux sur cette configuration-là à droite, c'est que mon ATmega 328 n'a pas de quartz. Il n'a ni quartz ni condensateur. Pourquoi? Parce que on est parti sur une idée avec les élèves d'utiliser l'ATmega 328 en mode 8 MHz, c'est-à-dire avec oscillateur interne. Je ne vais pas vous balancer la doc complète de la T-Mega 328, hors de question. On n'est pas là pour ça, je vous demande juste d'admettre en fait que, comme beaucoup de microcontrôleurs, par exemple la famille des AT-Tiny, il y a déjà dans un AT-Mega 328 un oscillateur interne qui est limité à 8 MHz. Si on lui rajoute un quartz de 16 MHz avec deux condensateurs, il va tourner à 16 MHz. Nous, on va l'utiliser en mode réduit. Vraiment, histoire développement durable, le moins de composants possible, parce qu'on a un besoin simple, j'insiste bien, simple, qui ne va pas forcément consommer énormément de ressources. Si on avait eu besoin d'un projet un peu plus complexe, un peu ardu, bon déjà on n'aura peut-être pas pris un ATmega 328, on aura peut-être pris autre chose. Puis on n'aura peut-être pas pris un microcontrôleur 8 bits, on aura peut-être pris autre chose aussi. Et puis on aurait peut-être laissé le quartz de 16 MHz. Hein, alors ce qu'il faut bien se dire, je préfère vous prévenir, si jamais vous voulez faire la même chose et que vous mettez des composants, comme par exemple certains composants SPI, qui pourraient nécessiter un bus à très très haute vitesse, c'est pas dit que ça fonctionne. Ça risque peut-être de dysfonctionner à un moment parce que c'est les 8 MHz d'horloge vont pas être assez rapides pour gérer tous les timers, tous les protocoles de communication. Ou les bus. Hein, le SPI n'est pas un protocole, c'est juste un bus. Donc attention à prendre avec des pincettes. Honnêtement, pour un petit projet très simple, avec une mesure de données, puis une remontée via un UART, ça suffit amplement. Alors maintenant, juste une petite parenthèse, pourquoi utiliser un ATmega 328 et non pas un AT-Tiny? Parce qu'on a déjà des choses sur l'AT-Tiny et que l'AT-Tiny est déjà lui-même auto, euh, auto-cadencé, voilà, je cherchais. Tout simplement parce que l'ATmega 328, mais en fait on le connaît par cœur. On le connaît par cœur grâce à quoi? Grâce à Arduino. On le connaît déjà par cœur grâce à Arduino. On a déjà tous ces noms de broches, on sait déjà parfaitement comment ils fonctionnent. Donc vous voyez, en plus on va se libérer ici, bon on n'en a pas vraiment besoin, mais on pourrait se libérer deux broches ici d'interruption. On connaît déjà tout le câblage, on sait où se trouve le bus SPI, on sait où se trouve l'I2C, on connaît déjà les noms des broches, on n'a pas besoin de rechercher le nom des broches. On sait déjà où sont les broches analogiques, par exemple. Donc,
voilà l'intérêt d'utiliser un ATmega 328, c'est qu'on sait déjà comment il fonctionne. On a déjà ses caractéristiques, on sait qu'il fait 32 kilooctets de mémoire flash, on sait qu'il a une EPROM de 1 kg. Voilà, c'est quelque chose qu'on connaît déjà. Donc on va l'exploiter. Voilà, et on va l'exploiter de manière autonome. Donc le but, c'est quoi de ce tutoriel? Ça va être de vous montrer comment on fait pour téléverser un programme, un croquis dans la puce, pour qu'ensuite on retire les câbles de programmation et qu'on obtienne quelque chose d'autonome. Alors ici, je pourrais très bien maintenant prendre une alimentation avec un petit régulateur, venir mettre un régulateur et alimenter seul ce microcontrôleur, et on verra que la LED clignote. Voilà, donc c'est le but pardon, de cette vidéo. Alors, première étape, comment ça va fonctionner? Déjà, la première chose, avant même de câbler ici le bus SPI, il va falloir qu'on dise à la carte Arduino. Alors là, j'ai pris une Uno, d'accord, parce que j'ai déjà la même chose. Vous pouvez voir, là je vous mets une photo en incrustation. Alors c'est pas tout à fait la même carte, mais c'est l'équivalent d'une Uno. Ça fonctionnerait très très bien avec une Nano. Donc si vous n'avez pas de Uno, mais que vous avez une Nano, vous câblez la Nano exactement de la même façon sur le bus SPI. Mais ça, on va voir après. Donc la première chose à faire, avant même de câbler donc le fil noir ici, le noir et le rouge là, ça va être de préparer la carte pour lui dire qu'elle va être utilisée comme programmateur. En fait, ça va être la carte Arduino avec son microcontrôleur intégré qui va nous permettre de programmer le second microcontrôleur. Alors comment on va faire? C'est très très simple. Il y a déjà ici dans exemple, dans exemple, pardon, le 11 Arduino ISP, et vous allez récupérer Arduino ISP. Alors il est déjà ouvert, d'accord? C'est déjà Arduino ISP. Ah oui, je précise, j'ai oublié de vous le dire, que tout va se faire sur Arduino 1.8.19, c'est-à-dire la toute dernière version. L'ultime version avant la .221, je crois, d'il y a quelques jours. On va tout faire sur cette version-là. Pourquoi? Je vous montrerai juste après. Alors, il n'y a pas à réfléchir. Vous dites, voilà, moi j'ai une carte Uno. Vous vérifiez bien que vous avez une carte Uno parce que c'est une carte Uno qui va servir de programmateur. Ici, vous choisissez le bon port. Ça, vous savez déjà faire normalement. Si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous savez faire déjà tout ça. Vous avez normalement la bonne méthode de programmation. Et vous allez téléverser ce croquis directement sur la carte. Ça va prendre quelques minutes en fonction de votre ordinateur. Le temps qui compile et qui téléverse, c'est un programme on ne peut plus classique. Franchement, il n'y a rien à faire. Ça va être la première chose. Voilà, c'est tranquille, il n'y a plus besoin. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est prendre votre ATmega, venir le fixer sur une plaquette DC, et câbler comme je l'ai fait. Alors vous n'êtes pas obligé de mettre la LED et la résistance tout de suite. Vous pouvez attendre, les mettre de côté. Et vous n'êtes pas obligé d'avoir une LED jaune. J'ai mis une jaune parce que j'en avais une sous la main, tout simplement. Donc ici, vous allez venir mettre votre ATmega et vous allez respecter le câblage que vous voyez sur cette vidéo. Donc faites bien pause, vous câblez comme il faut, et après vous pouvez relancer. Moi, sur la photo que je vous montre, j'ai utilisé les mêmes couleurs. Comme ça, au moins, vous n'êtes pas perdu. Donc, faut vraiment tout bien respecter. Alors attention, ici, c'est pas connecté, c'est juste que j'ai fait un pont avec des angles droits. Si vous avez juste un fil, hop, qui passe au-dessus, c'est très bien. Ça fonctionne très très bien. Une fois que ça c'est câblé, on a une première étape à faire. Ça va être initialiser la puce. En gros, ça veut dire quoi initialiser la puce? C'est que quand vous achetez un ATmega 328, en fait, il est complètement vierge à l'intérieur, il n'y a rien dedans. Et il va falloir le configurer.
il va falloir le configurer pour dire ouais, là, il va pas tourner à 16 MHz, il va être utilisé dans telle et telle et telle condition. Donc il va falloir récupérer un fichier de configuration. Alors, le fichier de configuration, vous allez le trouver où? Ben, en fait, vous aurez le lien. Hein. Vous allez le trouver sur une page directement dans la documentation d'Arduino. Donc vous voyez, hein, c'est comment programmer. Donc tout est en anglais. Moi, je vous l'ai simplifié et un peu mâché. Alors ici, vous allez récupérer en fait un fichier qui s'appelle breadboard. Alors moi, je suis sur la 1.6x. Pourquoi? Parce que c'est la toute dernière version qui fonctionne très bien pour l'IDE que j'ai. Pour l'IDE 1.8.19. Je n'ai pas testé sur le 2.2.1. Je l'ai, hein, il est installé sur mon PC, il fonctionne très très bien, mais je ne l'ai pas testé. Je me suis mis dans le cas où, si c'est fourni en version 1. quelque chose, je reste en 1. quelque chose. Donc j'ai les deux versions qui cohabitent, il n'y a pas de problème. Donc vous allez télécharger ce fichier zip qui est ultra léger. Et ensuite, vous allez regarder où est situé votre fichier, enfin votre répertoire où sont stockés les programmes Arduino, en fait les croquis, donc le fameux carnet de croquis. Bon bah moi il est sur le disque D2 et dans un répertoire qui s'appelle fichier Arduino. Donc vous, peut-être que ça s'appelle juste Arduino, ou alors mon travail Arduino, ou mes programmes Arduino, j'en sais rien. Tout dépend de votre choix, de votre configuration. Donc ce fichier zip, qu'est-ce que vous allez en faire? Eh bien, vous allez ouvrir le fameux répertoire de croquis où c'est stocké. Donc moi, vous voyez, hein, ce PC data D2 fichier Arduino. Et il faut créer un répertoire qui s'appelle hardware. Et une fois que vous avez créé ce répertoire hardware, parce que ça ne se fait pas tout seul, hein, eh bien, vous dézippez votre zip. Donc après, vous pouvez supprimer l'archive zip. Hein. Et quand vous dézippez le fichier zip, ça vous crée un répertoire qui s'appelle breadboard. Et à l'intérieur, vous avez un sous-répertoire AVR. Et là, vous avez ici, à nouveau, deux répertoires et un fichier. D'accord? Alors par exemple, dans bootloader, on a quoi? On a ça. Et on va avoir un fichier HEX. Et ce fichier HEX va nous permettre en fait de configurer notre microcontrôleur. Donc ça fonctionne sur les ATmega 168 et sur les ATmega 328. Alors une fois que ça c'est fait, on va s'y prendre comment? Eh bien, on retourne sur notre fameux croquis Arduino ISP. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, bien entendu, quand on installe une nouvelle carte, le mieux, surtout quand on a créé soi-même le répertoire, c'est de redémarrer l'IDE Arduino. Donc, on redémarre l'IDE d'Arduino et une fois qu'il est redémarré, eh bien, on devrait avoir une nouvelle carte qui apparaît, qui va s'appeler Breadboard AVR. Et là, je regarde, j'ai ATmega 328 on breadboard, 8 MHz internal clock. Je vais donc choisir cette carte. Elle va apparaître là en bas. Ah, c'est sous mon filigrane, désolé. J'avais pas pensé. Mais là, on la voit bien. D'accord? Ici, comme j'ai toujours ma carte Arduino d'origine, qui est toujours là, heureusement d'ailleurs, parce qu'elle va nous servir de programmateur, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ceci. On va dire, hop, maintenant, c'est Arduino as ISP. Donc en gros, ça veut dire qu'on va utiliser une carte Arduino comme programmateur ISP. Donc ISP, In situ Programmer, et donc qui va nous permettre de programmer un microcontrôleur avec le SPI. On va choisir ça. Voilà. Et on va graver la séquence ensemble. Donc en fait, on va le faire. Donc c'est parti. On fait ici outils,
et graver la séquence d'initialisation, à condition bien sûr d'avoir choisi la bonne. Donc on fait ça, et là, ne vous inquiétez pas, vous avez vu, j'ai le message failed, mais pourtant, ça fonctionne. Il a fini d'initialiser la carte. Alors oui, on pourrait se dire, tiens, c'est bizarre, il y a un truc qui ne va pas, mais en fait, ça a vraiment fonctionné. Si vraiment ça ne fonctionnait pas, vous auriez plein d'autres messages d'erreur. Là, ça fonctionne. D'accord? Donc, il ne faut pas vous inquiéter, ça marche. Vraiment, ça marche. Alors, on n'a plus besoin de ce fichier-là. On n'a plus besoin de cette fenêtre. On va pouvoir fermer la fenêtre. Donc, ça, je quitte. Et j'ai ici, donc, évidemment, j'ai tout fermé. Il ne fallait pas. Hop. Voilà, je relance Arduino. Désolé. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est téléverser mon petit bout de programme à l'intérieur de la puce. Donc en fait, on garde exactement le même câblage, et c'est pour ça tout à l'heure que je vous ai dit que on avait une différence par rapport à lui. L'auteur de ce tutoriel utilise l'UART ici en enlevant le microcontrôleur. J'ai essayé à plusieurs reprises, chez moi, sur mon PC, ça avait du mal à téléverser. Je n'y arrivais pas. Clairement, j'y arrivais pas. Ça ne voulait pas fonctionner. Donc là, maintenant, nous, on va utiliser la même configuration qu'ici, c'est-à-dire ce câblage-là. On garde le même. On garde exactement le même. Et vous pouvez même maintenant, à partir de maintenant, vous pouvez venir rajouter votre LED, ici, donc, sur cette broche-là. Donc ça, c'est la broche hop, qui est là. Pin 13. Attention, rien à voir avec la broche 13 d'Arduino. Hein, c'est D7. Je suis en Digital 7 en langage Arduino. Et c'est la broche 13 de l'ATmega. Ça, faut bien se rendre compte. J'ai fait ce simple petit croquis. Alors, c'est vraiment le Blink d'origine. Oui, j'ai même pas retiré les commentaires en anglais. Et j'ai mis broche 7. D'accord? Je suis là. Je suis ici, broche 7. C'est ce 7-là. D'accord? C'est ce 7-là qui est sur la broche 13 du microcontrôleur. Alors maintenant, je fais quoi? Eh bien, hop, je vais faire ça. Je remonte un petit peu là, comme ça on verra les messages. Je vérifie maintenant que je suis bien en ATmega machin chose. D'accord? Là, le port COM3, bah, c'est toujours le port COM3. Je suis toujours en Arduino as ISP. Et maintenant, comment je vais faire? Maintenant qu'il y a le bootloader dans mon microcontrôleur et que tout est prêt, eh bien, je vais téléverser ce petit Blink dans la carte. Sauf que, attention, on ne va pas utiliser le bouton habituel, on va faire croquis, téléverser avec un programmateur. Et on va faire ça. Donc là, par contre, ça va être un petit peu plus long, parce qu'il va utiliser le programme Arduino qu'on vient de téléverser dans la première carte Arduino de gauche pour modifier et renvoyer des données, donc ça va être un petit peu plus long que prévu. Donc là, ça met un petit peu de temps, d'accord? Donc c'est pas grave, hein, on attend. Au moins, vous avez une idée de la durée que ça peut mettre. Voilà, j'ai un premier message d'erreur qui arrive, mais ça c'est tout à fait normal. Il téléverse, donc on a la taille mémoire, et téléversement terminé. Et là, ça y est, c'est fini. C'est fini. Et normalement, si vous avez tout bien câblé comme il faut, vous devriez avoir, alors j'ai enlevé, vous devriez avoir votre LED ici qui clignote. D'accord? Et je vous montre en vrai ce que ça donne. Voilà, j'ai ici, alors une toute petite vidéo, donc la qualité n'est pas géniale. Voilà la LED qui clignote. D'accord? Si je décable tout et que je ne garde que ça, j'aurai ma LED qui va continuer à clignoter. Donc voilà comment on fait pour préparer un ATmega 328. Alors,
si vous cherchez d'autres ressources sur Internet, ça s'appelle un ATmega 328 standalone. D'accord? Donc tout seul en fait, fonctionne tout seul. Donc là, à partir de maintenant, bah, vous vous dites, ah mais donc ce microcontrôleur-là, je peux aller le mettre n'importe où dans un petit PCB, un petit circuit imprimé, et faire un petit programme qui va fonctionner seul. Bah, ce sera la suite de ce tutoriel. Je vous montrerai bah, maintenant comment intégrer cet ATmega là avec mon petit Blink. Alors évidemment, je ferai peut-être quelque chose d'un petit peu plus complexe. Euh, Faire un circuit imprimé juste pour ça, c'est peut-être pas super rentable. Et c'est peut-être pas non plus super intelligent. Mais je vous montrerai, donc dans un but toujours pédagogique projet, comment bah, on va exploiter maintenant ce petit ATmega que je viens de téléverser. Parce que là, en fait, hein, il suffit de débrancher ici l'USB et d'enlever délicatement le microcontrôleur de la plaquette DC et de venir mettre ça sur un circuit qu'on aura déjà préparé à l'avance. Donc sur Target, sur EasyEDA, sur Proteus ou sur autre chose. Ou même tout simplement sur Fritzing. Hein, je vous rappelle que Fritzing est capable de gérer les circuits imprimés. Bon là évidemment j'ai rien fait du tout, hein, c'est juste fait pour la plaquette DC. Mais Fritzing, alors là j'ai la version payante, hein, version payante qui coûte 8 euros. Voilà. Mais Fritzing est tout à fait capable de faire un PCB, hein, avec plus ou moins de précision, mais ça marche très bien. Donc, on va arrêter là ce tutoriel parce que je ne sais pas du tout combien de temps ça a duré, peut-être une vingtaine de minutes, 20-25 minutes. Ça a été fait d'un bloc, mais au moins vous voyez le temps qu'il faut pour en gros flasher, entre guillemets, un programme à l'intérieur d'une carte, pardon, à l'intérieur d'un microcontrôleur en mode autonome. Voilà. Bah écoutez, à une prochaine vidéo. La suivante dans ce thème-là, ce sera intégrer le microcontrôleur sur un PCB pour faire un projet complètement autonome. En attendant, bah écoutez, je vous souhaite une bonne visite sur mon blog et sur ma chaîne, et à très très bientôt.